Nous sommes à The Village, à moins d'une demi-heure de Lyon. C'est un lieu parfait pour rencontrer 3 femmes inspirantes en ce 8 mars 2024. Je suis Karine Bréraud, journaliste au Progrès et présidente du jury. Et en attendant de recevoir vos candidatures pour Femmes en Action 2024, vous allez découvrir notre marraine. Tout a débuté pour elle par un complexe. Elle en a fait une force. D'influenceuse, pour 250 000 abonnés, elle est devenue la chef d'une entreprise qui pèse 8,5 millions de chiffre d'affaires. Voici les stratégies de réussite de ces femmes au parcours incroyable. Je vous emmène. Eh bien, je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans le salon Baccarat de The Village Emmanuelle Jallifier-Verne. Bonjour, vous êtes présidente de FCE Lyon-Rhône. Bonjour, bonjour, bonjour Béatrice de Monti. Bonjour, vous êtes la fondatrice de Merci Maman. Merci d'être avec nous. Et puis, merci à notre marraine 2024 d'être là aussi, Laurine Shine. Merci. Alors vous êtes fondatrice de la Belle Boucle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Belle Boucle, qui est déjà 3 boutiques, hein, on le sait, à Lyon, Paris, Marseille. Oui. Quel est votre concept? Alors, j'ai créé la Belle Boucle en 2017. Et la mission de la Belle Boucle, c'est d'apporter les réponses à tous les besoins des cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus. Donc, grâce à notre boutique en ligne, notre e-commerce, où on distribue plus de 350 produits pour les cheveux ondulés, bouclés, frisés, crépus, et aussi notre propre gamme de produits La Belle Boucle. Et comme vous l'avez dit, on a ouvert aussi notre concept de studio. Donc, ce sont des boutiques salons de coiffure 100% destinées aux cheveux bouclés, donc à Lyon, à Paris et à Marseille. Et on a aussi une communauté très engagée sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a plus de 250 personnes, 250 000 personnes, voilà, j'ai oublié quelques zéros, 250 000 personnes qui nous suivent au quotidien. Et donc aujourd'hui, la Belle Boucle, c'est 50 collaborateurs, collaboratrices pour 8,5 millions de chiffre d'affaires en 2023. Donc voilà, j'ai comme objectif de révolutionner le marché des boucles et de la coiffure. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'à la base, d'ailleurs, vous n'êtes pas du tout coiffeuse. Hein, pas du tout. Voilà. Et ce projet qui a qui est fulgurant, hein, puisque en l'espace de 4-5 ans, hein, vous êtes passé de 750 000 euros de chiffre d'affaires à 8,5 millions d'euros, ce qui est absolument énorme. Ce concept, il est né, me semble-t-il, d'une frustration, si Exactement. vous pouvez nous expliquer. Voilà, d'un complexe peut-être même. C'est ça, j'étais très complexée par mes cheveux bouclés quand j'étais adolescente parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur le marché à l'époque, très peu de produits, pas de coiffeurs spécialisés. Et donc, j'aime dire que j'ai créé ce que j'aurais rêvé d'avoir à l'époque où j'étais complexée. Et donc, je me suis vraiment passionnée par les cheveux bouclés toute seule. C'est vraiment devenu une obsession et j'avais envie d'aider toutes les femmes qui étaient complexées comme moi par leur vraie nature capillaire. Et c'est vraiment ça le moteur d'origine de la Belle Boucle. Et encore aujourd'hui, il y a plein de femmes à décomplexer. Et d'ailleurs, nos abonnés sur les réseaux sociaux s'appellent les décomplexés de la boucle parce qu'on a envie de porter cette liberté et de se sentir belle au naturel. Alors, il y a 2 choses dans ce que vous dites. Parce qu'on comprenne bien en fait. Hein. Alors il y a à la fois une histoire de tendance du cheveu lisse peut-être. Oui. Hein. D'ailleurs, bah, si moi j'ai un peu des boucles, vous un peu moins. Les cheveux lisses. donc la tendance du cheveu lisse qui faisait que sur le marché il n'y avait pas forcément les produits pour les cheveux bouclés. C'est ça. C'est ça. Et puis aussi peut-être un complexe et un problème d'estime de soi à partir du moment où on n'avait pas le cheveu lisse. Et en fait, c'est ça, il y avait un diktat des cheveux lisses et donc les jeunes femmes voulaient ressembler, voilà, se fondre dans la société et répondre en fait un peu aux normes de la société à l'époque, des standards de beauté. Et donc les coiffeurs proposaient systématiquement des brushings, des lissages. Il y avait très peu de produits pour vraiment sublimer la boucle et c'est vraiment ce qui manquait parce qu'aujourd'hui on estime que plus de la moitié de la population a les cheveux texturés. Donc texturés, c'est soit ondulés, bouclés, frisés, crépus. Oui, d'accord. Mais alors une fois que vous constatez que vous n'avez pas les produits, alors peut-être éco-responsables, j'imagine, en tout cas les produits adéquats.
pour vos cheveux. Comment vous réagissez à ce moment-là? Comment arrive l'idée? Qu'est-ce que vous faites? Je me suis beaucoup renseignée sur Internet, tout simplement. C'est un sujet qui est un peu plus développé aux États-Unis. Et donc, je faisais importer des produits à l'époque des États-Unis que je testais, etc. Aujourd'hui, il y a même certains produits que je vends aujourd'hui sur ma boutique alors qu'ils étaient introuvables en France à l'époque. Et effectivement, on propose que des produits et des techniques naturelles pour vraiment sublimer la texture naturelle des cheveux et plutôt aller à l'inverse des traitements chimiques, des lissages, etc., qui ont tendance à être assez néfastes. J'entends bien, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu à votre histoire. Donc, vous avez 24 ans, vous ne trouvez pas les produits, vous vous dites je vais aller chercher finalement aux États-Unis ce qui peut exister sur le marché. Une fois que j'avais tous les conseils, en fait, j'ai créé ma page Instagram La Belle Boucle, où j'ai voulu donner tous ces conseils, tout ce que j'avais appris toute seule. J'ai voulu le donner un petit peu sur un plateau à toutes les femmes qui cherchaient les bonnes informations et les bons produits. Et c'est comme ça que La Belle Boucle est née sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est incroyable en fait, parce que très rapidement, vous avez presque 30 000 followers. À l'époque, sur Instagram. C'est ça, très rapidement. Donc très vite, vous vous rendez compte que votre problématique n'est pas seulement la vôtre finalement, et qu'il y a toute une communauté qui a cette difficulté-là finalement à trouver à la fois des produits et des soins pour sa chevelure. Exactement. Donc là, 30 000 followers, et qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là? C'est là où je décide de créer ma boutique en ligne, du coup, parce que tout le monde me demandait où est-ce que j'achetais mes produits, où est-ce qu'on pouvait les trouver. Et je me suis dit que l'idéal, ça serait qu'elles puissent les trouver directement sur ma boutique. Et donc, j'ai réuni tous les produits que j'utilisais au quotidien. Au lieu de les mettre seulement dans ma salle de bain, je les mettais à disposition pour toutes les personnes qui souhaitaient tester. Donc, voilà, ça m'a permis de vraiment créer mon entreprise à ce moment-là, avec la boutique en ligne, puis ensuite les salons de coiffure et maintenant ma propre gamme de produits. Donc là, entre-temps, donc à cette époque-là, vous êtes toute seule, vous faites très rapidement 750 000 € de chiffre d'affaires. Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait passer au palier suivant? Eh bien, mine de rien, le confinement a été un mal pour un bien pour l'entreprise La Belle Boucle, parce que pendant le confinement, beaucoup de femmes ont arrêté de se lisser les cheveux, de faire des brushings pour aller au travail. En 2020. En 2020, puisqu'elles pouvaient rester chez elles et elles ont découvert en fait qu'elles avaient des boucles. Et donc, c'est comme ça qu'elles ont commencé à chercher sur Internet, à trouver mes réseaux sociaux, à trouver mon site Internet. Et donc, mon conjoint m'a rejoint dans l'aventure, puisqu'à l'époque, on était confinés ensemble. Et c'est vrai qu'il avait suivi toute l'aventure La Belle Boucle depuis le début. Et donc, on a passé toute l'année 2020 à travailler ensemble sur La Belle Boucle. Et c'est là où on a passé le stade. On est arrivé à 4 millions de chiffres d'affaires en 2020 pour ensuite aujourd'hui être presque 50 et plus de 8,5 millions de chiffres d'affaires. Tous les produits, c'est des produits qu'on achète réellement. C'est du stock qu'on a dans un entrepôt à côté de Lyon. Et nos propres produits, on les fait fabriquer aussi 100% en France avec un laboratoire français proche de Lyon. Donc là, on répond clairement à un besoin d'une communauté, parce que pour avoir un petit peu regardé ce que vous faisiez sur les blogs, on voit que derrière, il y a une vraie difficulté, un problème d'estime de soi. Ça peut paraître étonnant, mais il peut y avoir, ne serait-ce que dans la recherche du travail, de la discrimination capillaire. Exactement. Beaucoup de femmes viennent en témoignant qu'elles n'ont jamais osé lâcher leurs cheveux parce qu'elles avaient peur du regard des autres, que ce soit au travail, que ce soit même dans leur famille. Parfois, c'est les seules à avoir les cheveux bouclés, donc elles ont peur même du regard de leurs proches, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler de discrimination capillaire. Il y a des lois qui sont en train d'être menées pour justement lutter contre ça et permettre à toutes les femmes de s'exprimer librement. Oui, c'est très sérieux, puisque nous avons un député, le député de la Guadeloupe, Olivier Servat, qui a déposé une proposition de loi justement anti-discrimination capillaire. Ça date de 2023. Donc, vous voyez, c'est un sujet très sérieux et il y a une vraie souffrance d'ailleurs. Donc, quelque part, vous avez répondu aussi à ça, c'est assumer finalement sa coiffure d'origine, sa coiffure naturelle. Exactement. Et vous aviez donc à l'époque 24 ans, donc ça s'est passé en 4 ans, c'est une réussite assez incroyable. Merci beaucoup. Du coup, je rebondis sur vous, Béatrice de Monti. Alors, qui ne vous connaît pas n'est ni de Londres ni de Lyon.
Sinon, on vous connaît, c'est obligé. Alors, justement, vous êtes la fondatrice de Merci Maman et si je ne me trompe pas, vous aviez à peine 29 ans quand vous avez lancé votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, alors pour ceux qui sont ni de Lyon ni de Londres? Oui, moi j'ai créé Merci Maman il y a 16 ans. À l'époque, j'étais en effet une jeune maman. Après la naissance de mon deuxième bébé, j'ai voulu plus de flexibilité. Et donc, j'ai cherché à créer une entreprise. Et très rapidement, j'ai eu l'idée de Merci Maman, qui est une boutique en ligne qui vend des bijoux personnalisés, gravés à la main dans notre atelier parisien. À l'époque, on a commencé à Londres avec un atelier à Londres, puis on a ouvert l'atelier parisien. Et aujourd'hui, post-Brexit, on est uniquement à Paris, une équipe de 25 personnes. Et on réalise un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Donc 25 personnes dans votre entreprise. Là, aujourd'hui, vous aviez, enfin, c'est peut-être même d'ailleurs ce qui a donné un élan incroyable à votre entreprise, vous avez remporté un Queen's Award. Oui, alors avant ça, il y a eu une autre étape qui était le fait que Kate Middleton, la future reine d'Angleterre, qui pour moi est la plus jolie maman du monde, a porté un de nos colliers. Et donc ça a été en effet déjà une fierté pour nous toutes, parce qu'il y a beaucoup de filles chez moi, je dis souvent nous toutes. Ça a été vraiment une fierté de savoir que cette si jolie maman portait une de nos créations. Non mais Béatrice, il faut nous expliquer comment c'est arrivé jusqu'à Kate Middleton quand même. Alors un jour, j'ai cru que c'était une blague parce que régulièrement les équipes créaient des faux profils. Le jour du 1er avril, on avait Victoria Beckham, cliente, évidemment c'était une blague de 1er avril. Mais là, un jour, en effet, commande de Pippa Middleton, la sœur de Kate Middleton. Et en effet, c'était pas du tout une blague, c'était bien elle. Et donc, ça a été notre porte d'entrée pour atteindre Kate Middleton, qui normalement n'a pas le droit de recevoir de cadeaux. Elle les renvoie, mais là, comme le cadeau est passé par Pippa, on l'a envoyé à Pippa et c'est elle qui l'a donné à sa sœur. Donc, on a réussi à rentrer dans cette famille royale. Et ensuite, 3 ans plus tard, après que Kate ait porté ce collier, en effet, on a postulé pour un prix qui s'appelle le Queen's Award, qui est remis chaque année par la reine d'Angleterre, qui s'appelle d'ailleurs maintenant le King Award, remis par le roi Charles, oui, forcément. Charles III. Et donc voilà, une grande aventure que de découvrir Buckingham Palace et de pouvoir échanger quelques mots avec la reine Elisabeth, qui a été très à l'écoute parce qu'évidemment, je lui ai parlé de 2 de ses petites filles, en l'occurrence, qui ont porté des colliers Merci Maman. Et donc voilà, un échange très simple et direct avec cette monarque que moi j'admire quand même particulièrement. Et donc, pour vous, c'est quoi? Alors, c'est un coup de chance Alors, les Anglais ont un adage que j'aime beaucoup, c'est « make your own luck ». Fabriquez votre propre chance. Et je pense que Laurine est un bon modèle aussi pour montrer qu'il faut y aller, en fait. Hein. La chance, elle arrive, mais en général, elle est précédée par le travail. Donc, moi, j'apporte beaucoup d'importance au service client. C'est ce que j'aime témoigner auprès des jeunes entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui à travers le réseau Entreprendre. Si vous vous occupez bien de vos clients, si vous les écoutez, alors vous aurez déjà les meilleures idées d'innovation, les meilleures réponses et vous aurez ensuite, on en parlait tout à l'heure ensemble, le bouche à oreille fera le travail et vous allez recruter des nouveaux clients. Parce que vous avez ça en commun, toutes les deux finalement, d'avoir répondu à un besoin. Quelque part, même si c'est des domaines très différents, vous avez répondu à un besoin. Vous avez développé votre affaire avec les réseaux sociaux. Alors moi, quand j'ai démarré, les réseaux sociaux n'existaient pas. C'est la différence avec Laurine. Moi, j'ai commencé avec ma valise de commercial à faire des marchés de Noël dans les écoles, etc. Et puis, j'ai surfé, entre guillemets, sur le développement du e-commerce, puisque moi, j'ai commencé en 2007. C'était le début, en fait, de la digitalisation. Et j'ai créé mon premier compte Facebook 2 ans après. Aujourd'hui, ça semble incroyable parce qu'en effet, toutes les entreprises qui créent commencent par créer un compte sur les réseaux sociaux pour tester la demande. Moi, je suis allée tester la demande en physique auprès des mamans anglaises, françaises de la communauté londonienne. Voilà. Mais je pense que ça n'empêche pas de rester toujours très attentif à ses clients, qu'on soit
que les clients soient une communauté digitale ou qu'on les rencontre dans les boutiques physiques. L'important, c'est de les écouter et de satisfaire en effet leurs besoins. Mais c'est ce qui ressort d'ailleurs hein, quand on fait un peu de recherche sur vous. Quand on regarde un petit peu votre site, etc., ou les avis et les commentaires, effectivement, la qualité du service client ressort systématiquement et on sent que voilà, c'est une clé, c'est une des clés en tout cas de réussite dans votre entreprise. Oui, je pense que ça doit être le moteur de tout le monde. Une fois qu'on devient chef d'entreprise, on a envie d'avoir une satisfaction de nos équipes. Quand on démarre, on veut avoir la satisfaction de nos premiers clients. Je pense que c'est vrai, vous, journalistes, vous voulez avoir la satisfaction de vos lecteurs. Voilà, je pense que quand on est tourné vers l'autre, on a forcément les bonnes idées. C'est ce que j'essaye en tout cas de témoigner au quotidien. Et ce que j'aimerais savoir, en fait, toutes les deux, vous qui avez ce parcours quand même assez incroyable, hein, est-ce que dans votre chemin, finalement, vous avez été accompagné très rapidement, je ne sais pas, par votre compagnon, partenaire, ou est-ce que vous avez fait ce cheminement seul ? Moi, je pense que c'est très important d'être accompagnée. Aujourd'hui, je suis présidente du réseau Entreprendre pour le Rhône. Et c'est une communauté de 250 chefs d'entreprise qui, bénévolement, non seulement payent une cotisation, mais viennent pour donner du temps bénévolement, pour être l'oreille attentive, les accompagnateurs de jeunes chefs d'entreprise. Donc moi, je suis persuadée qu'un entrepreneur qui ne reste pas seul est un entrepreneur qui a plus de chances de réussir. Après, on n'est pas obligé de passer par des réseaux. Laurine est un contre-exemple de ce que je viens de dire, puisque elle, c'est plutôt son conjoint qui a été sa première oreille attentive, ce qui était mon cas moi aussi, puisque j'étais en Angleterre quand j'ai créé Merci Maman. Donc, j'ai pas bénéficié moi-même de tous ces réseaux d'accompagnement. Mais en effet, j'avais l'oreille attentive d'Arnaud, mon mari, qui est d'ailleurs devenu 6 ans plus tard un salarié, voilà, membre de l'entreprise, qui est aujourd'hui le CEO de l'entreprise, puisque moi je suis partie vers d'autres horizons, mais je pense que c'est très important de verbaliser nos problématiques. En revanche, on est souvent les mieux placés pour répondre à nos problématiques, mais le fait de pouvoir les verbaliser, ça permet de clarifier et souvent de prendre des bonnes décisions. Et un bon chef d'entreprise, c'est celui qui tranche, qui décide pour aller de l'avant. Et donc vous, Laurine, oui, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de participer à des réseaux, mais il y a une réalité, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, on se sent un peu seul. Parfois, la solitude de l'entrepreneur existe, et c'est vrai que je recommande voilà, ce type de réseau ou de participer à tous les concours d'entrepreneuriat, les choses comme ça, qui permettent de créer un réseau, de se faire accompagner et de s'inspirer aussi d'autres chefs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours seul à la tête de l'entreprise ? Je travaille aussi avec mon conjoint, voilà. Alexis, qui est le cofondateur du coup de l'enseigne La Belle Boucle sur le réseau de salons de coiffure et de boutiques. D'accord, donc La Belle Boucle Studio, en fait, le magasin, oui. Enfin les 3 magasins physiques. D'accord. Donc effectivement, vous soulignez toutes les deux l'importance d'être accompagné, donc soit dans sa vie professionnelle, personnelle, soit par des réseaux. Et là, je me tourne vers vous, Emmanuelle, qui êtes donc la présidente de Femmes Chefs d'entreprise. L'importance... Femmes Chefs d'entreprise Lyon-Rhône. Lyon-Rhône, oui, précisons. Non, je le précise parce que je ne suis que la présidente de la délégation de la délégation. Hein, voilà. La délégation qui est une entité de l'association FCO France. Voilà, c'est ce que j'allais dire, puisque cette association existe au niveau national et qu'elle a des délégations quasiment dans tous les départements de France. Oui, il y a 62 délégations en France. Alors je précise que nous, l'association, elle a été créée en 1945. Donc la fondatrice Marie-Yvonne Foinant, c'était finalement quelqu'un d'assez moderne, puisqu'elle avait été amenée à diriger la société alors que son époux était parti en guerre, et elle s'est rendue compte à cette époque-là que quand on est à la tête d'une structure, on ne va pas forcément partager les difficultés qu'on est susceptible de rencontrer avec ses salariés. Donc elle a décidé finalement de rassembler des pairs, et notamment des pairs qui étaient des femmes, donc des femmes dirigeantes. Donc aujourd'hui, l'association FCE France compte 2000 adhérentes
en France, mais en revanche, FCE France fait partie de FCEM, donc une communauté mondiale qui rassemble 70 pays, ce sont 500 000 membres. Donc c'est vrai qu'il y a je crois que vous communauté vous retrouvez une fois dans très l'année, importante. Alors au niveau français, on se retrouve donc une fois par an classiquement sur des assemblées générales. On a l'occasion de se retrouver dans d'autres événements. Mais effectivement, l'année dernière, en novembre 2023, il y a eu un congrès mondial donc, qui s'est tenu pour la première fois en France depuis 40 ans, donc à Paris. Et il a rassemblé 700 entrepreneurs féminins. Et c'est vrai que ce sont des moments assez riches et intenses parce que finalement, on se rend compte qu'on a des problématiques qui sont communes, même si effectivement une femme qui dirige une structure en Russie ne rencontre pas du tout les mêmes difficultés que quelqu'un qui est en Amérique latine, parce qu'il y a des problématiques économiques, politiques, voilà, que chacun a ses limites territoriales. Voilà. Et au niveau départemental, alors puisqu'on va se rapprocher un peu plus près de nous, Béatrice, vous faites partie d'FCE? Oui, moi je suis aussi membre des femmes chefs d'entreprise. Et j'ai vécu des moments très forts d'ailleurs grâce aux femmes chefs d'entreprise. Il y a un moment où l'entreprise, après le Covid, on a connu une période difficile. Et le moment le plus dur, j'avais justement un déjeuner réseau prévu avec les femmes chefs d'entreprise. On se retrouvait à une dizaine. Un petit comité. Un petit comité. Et sans thématique particulière. Voilà. Échanger. Le tour de table a commencé, on s'est présenté et je me suis dit je ne vais pas y arriver. J'étais prise par mes problèmes. Il faut que tu t'exprimes. Et Emmanuel m'a dit tu changes de place, tu te mets au milieu. Et là j'ai vraiment eu le soutien de ces femmes chefs d'entreprise et ça m'a fait un bien fou. Donc oui, j'ai expérimenté la force de l'entrepreneuriat féminin et des moments d'entraide. Et un grand moment, et de fait, c'est vrai que mais quand on a partagé, c'est vrai que Béatrice a fait part des difficultés à l'époque qu'elle rencontrait avec une vraie sincérité. On a nécessairement été touchés. Et après, c'est la force du réseau des femmes chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une vraie communauté au niveau de Lyon. Et de fait, Béatrice a communiqué. Je pense qu'il y a eu un élan vers pour finalement voilà. Donc oui. Et super utile. Et utile. C'est une vraie communauté. Vous avez convaincu Laurine. Bienvenue, welcome. Non, mais alors justement, parce que là, Béatrice, Laurine, maintenant, ce sont des femmes chefs d'entreprise qui, je ne vous le souhaite pas, vont connaître des bas, peut-être un jour, mais en tout cas des hauts. Voilà, il y a des moments difficiles, on l'a vu. Mais en tout cas, elles sont chefs d'entreprise, elles sont dans la réussite. Mais si on a affaire à une jeune femme qui a un projet, qui veut entreprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, FCE, vous avez une réponse à lui apporter? Alors, on apporte maintenant des réponses. Avant, nos adhérentes avaient des structures établies, il fallait à minima avoir au moins 3 années d'existence. Là, maintenant, notre association a complètement évolué parce qu'on accueille de jeunes structures. Et c'est vrai qu'à la faveur des échanges qu'on est susceptible d'avoir, parce que les FCE, on ne se retrouve pas simplement pour évoquer des problématiques, on a vocation également à se former. Voilà. Et on est solidaire également au sein du réseau. Et ce qui fait que quand une a des difficultés particulières, elle est susceptible d'en parler et à la faveur finalement ces moments d'échange, eh bien, il y a des solutions qui émergent, voilà, et des partenariats qui sont susceptibles de se nouer, ainsi que de vraies amitiés. Et donc ça, c'est tout récent, hein. On est bien d'accord. Oui, et on va avoir, je pense, après je ne veux pas trop m'avancer, mais parce que ça nécessite nécessairement une évolution statutaire, mais il est question effectivement d'admettre également même des auto-entrepreneurs, donc qui ont la possibilité, ça c'est un statut un petit peu particulier, pour après créer des sociétés. Donc il y aurait une période d'adaptation avec un véritable accompagnement au sein des FCE. Et ce qui est intéressant au sein des FCE, parce qu'on a vraiment, on est représentative de tous les domaines d'activité et également de toutes les générations confondues. Notre plus jeune FCE doit avoir une 30aine d'années. Nous serions contentes d'accueillir plus jeunes encore, naturellement. Mais notre doyenne a 82 ans, ce qui fait qu'il y a un panel de compétences, d'expériences qui est mis à profit. Voilà, qui est mis à profit, qui est partagé.
partager, échanger. Oui. Ouais, ça, c'est quand même assez notable. Comme on l'a dit, vous avez convaincu Laurine. Mais j'aimerais qu'on en revienne un petit peu à notre thématique du jour, hein, qui est quand même vos stratégies de réussite à tout âge, finalement, ou en tout cas à chaque âge. Emmanuel, j'aimerais bien avoir votre point de vue, justement. Vous en parliez, étant donné que vous avez un large panel de femmes chefs d'entreprise dans votre association. Est-ce qu'il y a un bon âge pour réussir? Alors, ça, c'est une question qui est finalement très personnelle. C'est vraiment une réponse individuelle. Je pense que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, ça vient de soi. Donc, il y a un moment où on s'estime prête. Donc, c'est vrai que dans les analyses qui ont pu être faites par rapport aux créations, c'est-à-dire, par exemple, en 2022, vous avez eu 200 000 créations de structures. 2 entreprises sur 3 étaient créées par des femmes. Donc c'est vrai que Laurine a parlé du Covid et c'est vrai que cette période sanitaire très particulière que nous avons connue, elle a permis de faire germer et éclore plein de projets entrepreneuriaux parce qu'il y avait des salariés qui se retrouvaient confinés chez eux et puis qui ont pu donner libre cours à certaines passions. Certaines d'entre elles, bon, c'était les boucles. Et c'est vrai que ce sont des projet, il y avait nécessairement une idée qui était en germination et à la faveur du confinement, ça a permis à beaucoup de personnes finalement de mettre en application. Donc ça a été une période particulière qui vraiment a vu un essor. Et puis au-delà de ça, on a, suite finalement au déconfinement, etc., il y a quand même toute une série d'aides qui sont apportées aux jeunes créateurs d'entreprises. Et pour en revenir sur le moment particulier pour créer une société, ça vient de l'individu, ça peut être d'une période de confinement, ça peut être après un licenciement, ça peut être l'idée d'une reprise d'entreprise. C'est pas forcément que des créations, parce qu'il faut avoir à l'esprit que des entreprises sont reprises, donc ça peut être soit une reprise externe ou ça peut être une reprise dans un cadre plus familial. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'être très jeune pour démarrer une réussite. En général, ceux qui dirigent des structures ont les femmes 47 ans. Enfin voilà, il y a un âge, voilà, c'est plus dans les quadras. Ça me fait penser, une certaine étape. Ça va vous parler, Emmanuel, mais ça me fait penser, vous aussi d'ailleurs, Béatrice, et peut-être vous aussi, ça me fait penser à notre lauréate Femme d'Audace de l'année dernière, 2023, qui est Alicia Ruiz, qui est la directrice d'Arcsama et qui avait fait le choix d'attendre que ses enfants soient élevés et grands pour se lancer dans la création de son entreprise et donc qui avait repris même des études à l'âge de 44 ans et qui est aussi dans une réussite incroyable. En tout cas, c'était et c'est toujours un très bel exemple. Et vous, d'ailleurs, Béatrice, vous étiez on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous aviez eu le trophée de nos lecteurs. Oui, j'étais très heureuse de remporter plébiscité largement par les lecteurs du Progrès. Moi, de l'expérience, en effet, des entrepreneurs que je croise, il y a des très beaux projets de création d'entreprise, mais aussi de reprise d'entreprise. Je pense qu'il faut vraiment éveiller aussi les gens qui nous écoutent à ces options-là qui sont passionnantes. Il y a plein d'entreprises dans notre région qui cherchent à être reprises et ce serait dommage de laisser partir des savoir-faire et de ne pas continuer à faire grandir des équipes qui existent déjà. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge. Il y a des gens qui commencent même pendant leurs études, d'autres qui commencent juste en sortant, d'autres qui veulent être salariés. Moi, j'ai été salariée chez Danone avant de lancer ma propre entreprise. Il y en a d'autres qui ont été salariés de grands groupes pendant très longtemps et qui, à 45, 50 ans, deviennent repreneurs d'entreprise, par exemple. Donc, en effet, il n'y a pas d'âge. Ce qui me semble important, moi, c'est d'avoir un projet qui soit en alignement avec soi-même. Voilà, moi, je rêvais d'être maman, d'avoir des enfants, et je pense que Merci Maman, c'est pas un hasard. Et toi, Laurine, c'est la même chose. Voilà, ton projet, c'est toi qui peux le porter, et tu l'as dans les tripes. Alors, Laurine, qui, entre nous soit dit, c'est pas un secret. Je n'ai pas d'enfant. Vous n'avez pas. C'est ça la question. Non, j'allais dire que vous étiez opticienne. Oui, à la base. C'est ça. Donc, rien à voir, mais merci pour l'information.
information. Non, mais par contre, c'est très vrai ce que, enfin, par exemple, là, avec le rythme actuel de début d'entreprise, avoir des enfants paraît pour le moment impossible en raison du rythme intense. Et du coup, je rejoins l'idée d'être dans une période soit avant, soit après, et peut-être pas en même temps de... Sauf que, non mais c'est ça. Alors c'est justement ça qui est intéressant parce qu'on voit bien que finalement tout est possible. Parce que Béatrice, vous avez 4 enfants. Vous avez 4 enfants et vous avez créé votre entreprise à ce moment-là, finalement. Moi, c'est la maternité qui m'a fait devenir entrepreneur. C'est parce que je voulais être flexible que je suis devenue entrepreneur. Et pendant des années, j'ai travaillé de 9h à 15h. En Angleterre, on allait chercher les enfants à l'école à 15h30. Et ma journée s'arrêtait à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'iPhone m'a un peu aidé à garder le contact avec les équipes de 15h à 18h. Et je retravaillais facilement le soir. Bon, c'est vrai que quand on lance un projet entrepreneurial, il faut avoir une force de travail, une envie d'y passer pas mal d'heures. Mais ça permet quand même de jongler aussi avec la vie familiale. Moi, je ne peux qu'inciter les femmes à avoir des enfants et à devenir maman parce que je trouve que c'est au-delà de l'aventure entrepreneuriale, c'est magnifique. Donc voilà, faut pas penser que c'est un frein forcément à la vie professionnelle. Moi, je suis un peu la défenseuse de cette idée-là. Je suis moins convaincue que tout à l'heure, mais... On se rappelle dans quelques mois. Non, mais c'est ça qui est formidable, d'ailleurs, c'est d'avoir justement des exemples voilà, dans des situations chacune bien différentes. Et en tout cas, on trouve voilà, des secrets d'organisation, des idées. En tout cas, on y arrive. On y arrive, peu importe l'âge. C'est un peu ce que je retiens de notre conversation. Peu importe qu'on ait les cheveux lisses ou bouclés. Si je puis dire. En tout cas, vous avez des stratégies finalement bien différentes. Emmanuel, vous avez misé beaucoup sur le réseau. Ah oui, sur nécessairement. le partage, l'accompagnement, l'entraide, la sororité. Absolument. Donc ça peut être voilà, une des clés pour celles qui nous écoutent, voilà, de passer la porte, que ce soit du réseau Entreprendre, de FCE, trouver le réseau qui convient, qui nous ressemble, mais en tout cas oser passer la porte. On peut être dans plusieurs réseaux aussi. On peut être la preuve, hein. Voilà. La preuve. Pas hésiter. Béatrice, vous, ça a été votre capacité à vous entourer dans votre évolution, dans votre entreprise, et puis d'avoir misé sur un service client irréprochable, avec l'écoute aussi, hein, des retours de ces mêmes clients et clientes, et on l'a vu prestigieux, très prestigieux parfois. Et puis vous, Laurine, eh bien, vous êtes l'exemple même d'un démarrage sur une communauté, avec une communauté. Donc sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que du mauvais, hein, finalement, bien au contraire. Les réseaux sociaux comme outil de base et qui a permis de répondre à une problématique finalement personnelle. Vous êtes rendu compte que cette problématique était partagée. Exactement. Et grâce à votre capacité, hein, là aussi, vous avez osé. Parce que finalement, toutes ces femmes qui réussissent ont ça en commun, c'est d'avoir osé. Oser passer une porte, oser franchir un cap. Vous l'avez fait et vous êtes vraiment 3 femmes inspirantes. Et en ce 8 mars, j'ai été particulièrement ravie de discuter avec vous. Si l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose avant qu'on arrive à la conclusion de cette rencontre. Merci beaucoup. Moi, j'ai été ravie de partager ce moment et j'espère que ça pourra inspirer d'autres femmes qui sont peut-être en train de penser à une idée et qui ont besoin d'un petit coup de motivation pour oser, justement. Donc, je suis ravie d'être là. Merci à vous, Laurine Schein. Merci Béatrice de Monti. Merci Emmanuel Jallifier-Verne. On se retrouve dès la rentrée. Hein, pour la remise des trophées 2024 de notre événement Femmes en Action.